Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce petit stream qui a pour but de vous refaire la conférence et masterclass que j'avais fait à Japan Expo. Vu que beaucoup de personnes ne pouvaient pas être là et qu'on m'a demandé s'il y avait une rediffusion ou quelque chose, je me suis dit pourquoi pas le faire en live. Comme ça, j'ai le chat à côté et je peux également répondre à toutes vos questions en live. D'ailleurs, cette vidéo sera normalement enregistrée pour être rediffusée sur YouTube si rien ne bug. On croise les doigts. D'ailleurs, le cadrage n'est pas incroyable. J'ai fait la poussière sur mon bureau hier, oui, hier ou avant-hier. Et j'ai un peu bougé la webcam. Donc désolé pour ce pas super bon cadrage de début. Voilà. On va pouvoir commencer. Yay! Yep, je raffiche les commandes pour le stream. Donc, bon, normalement, la première question que j'avais posée pendant la masterclass, c'était qui faisait du cosplay depuis un bon moment et qui débutait à peine. Là-bas, j'avais eu beaucoup de débutants. Ici, je pense que ça va, vu les noms que je vois dans le chat. Mais en général, si vous avez la moindre... Je sais déjà plus parler. Si vous avez la moindre question, c'est le bon moment pour la poser. Rebonjour YouTube, à qui j'aurais complètement dû couper un bout de galère parce que ça commençait à durer trop long. Voyons. Donc, commençons un peu gentiment. Voilà. Donc, commençons avec la première slide intéressante. Quand vous décidez de commencer un projet cosplay, il y a bien sûr plein de choses à prendre en compte. Et voilà une petite liste, bien sûr non exhaustive, de ce à quoi j'essaie de penser avant de faire le cosplay. Tout d'abord, l'objectif général du cosplay. Je ne peux pas vous le... J'ai l'habitude de montrer les choses sur le PowerPoint, mais là, voilà, la chose à prendre en compte. Il me manque un bâton, une souris. Hein. Vous voyez? Oui, vous voyez ma souris. Alléluia. Donc, l'objectif général du cosplay. Est-ce que vous voulez le faire pour un concours? Est-ce que vous voulez le faire pour un shooting photo, juste pour le fun, pour faire des TikTok? Est-ce que si vous le faites pour un concours, c'est pour un petit concours dans une petite convention? Est-ce que c'est pour un grand projet où vous voulez faire des sélections internationales? Il y a énormément de choses à prendre en compte à ce moment-là qui pourront changer la façon dont vous allez aborder le costume. Un des points qui changera beaucoup en fonction de ça, c'est à quel point vous voulez coller à l'image de référence. Si c'est pour un concours, il va forcément falloir avoir une certaine ressemblance avec l'image de référence, vu que le cosplay sera aussi noté là-dessus. Alors que pour toutes les autres options, vous êtes libre de vous écarter de la ressemblance autant que vous voulez. Ça peut être faire une version alternative d'un personnage, une version casual, changer complètement tout, faire une version gender ban. Il y a toutes les possibilités du monde s'offrent à vous. Mais si c'est en concours, ça va limiter un petit peu les choses et les possibilités. Aussi, un point à prendre en compte, c'est la capacité de mouvement. Si c'est juste pour quelques TikTok, pour un photoshoot, vous pouvez vous arranger pour avoir un costume qui peut limiter un peu vos mouvements. Tant que vous pouvez prendre des bonnes pauses et faire le minimum, ça ira très bien. Si c'est pour une scène, c'est mieux de pouvoir bouger pour avoir de la vie pendant la prestation. Voilà, devoir beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger si vous faites des acrobaties, une presta dansée ou quelque chose qui vous demande de faire des mouvements pas habituels de la vie de tous les jours. Donc tout ça doit aussi être pris en compte pour choisir des matériaux. Si on doit beaucoup bouger, il faudra des matériaux plus extensibles, plus confortables. Il faudra peut-être penser à utiliser des techniques qui résistent au mouvement et au stress qui sera mis sur le cosplay dans ces cas-là. Ça va être beaucoup de réflexion là-dessus. Le confort, en général, peut aussi être un point assez important. Est-ce que vous allez devoir porter votre costume toute une journée, marcher beaucoup en le portant ou autre, ou est-ce que ce sera juste pour un petit photoshoot où vous le mettrez et l'enlèverez sur place, ou juste dans votre chambre pour faire des photos, filmer des TikTok? Ça ne demandera pas les mêmes choses au niveau du confort. Il y a des costumes que j'adore, mais je tiens pas plus d'une heure dedans. Twitch. Alors que d'autres costumes, je peux vraiment passer des journées en convention dedans, être 100% à l'aise, faire tout le tour des stands, marcher, tout ira très bien. Et aussi, un autre point, c'est les besoins spécifiques de la personne. Comme certains le savent, j'ai des problèmes d'asthme, des problèmes respiratoires et autres. Quoi qu'il arrive, je dois pouvoir, en cas de crise d'asthme, rapidement prendre mon médicament. Ce qui veut dire enlever tout ce que je peux avoir au niveau de la tête et du visage pour pouvoir utiliser l'inhalateur.
En quoi ça change les matériaux et techniques? Ça veut dire que tout costume ayant un casque ou un masque doit pouvoir être enlevé extrêmement rapidement. Twitch, c'est simple, c'est j'attrape la tête, je décoince le menton, j'enlève tout en avant. 2 secondes, il est retiré. Ce qui me permet justement, en cas de problème, de tout de suite pouvoir avoir accès et prendre mes médicaments. Pour une personne qui aurait, par exemple, de la peine à rester longtemps debout ou à marcher, il faudra faire attention à que le costume puisse permettre de s'asseoir dans différentes situations très facilement. S'il faut enlever 5 pièces du costume pour réussir à s'asseoir, ça va pas être un bon choix, il faudra changer quelque chose à la fabrication. Pareil pour les personnes devant utiliser des béquilles ou des fauteuils roulants. Ce sera toujours utile de réfléchir le costume par rapport à ça. Est-ce que la situation au niveau des bras du cosplay permet de vraiment pouvoir bien tenir et maintenir les béquilles toute une journée? Est-ce que le cosplay a des lampons de tissu qui pourraient se prendre dans les roues d'un fauteuil roulant? Etc, etc, etc. Il faut bien sûr toujours avoir en tête sa situation physique et les choses que l'on doit pouvoir faire pour notre propre sécurité. Voilà, c'était une première idée de tous les points à prendre en compte au tout début de la fabrication d'un cosplay. Ensuite, une bonne chose à faire quand on commence, c'est faire des petites recherches historiques pour réussir à trouver quelle idée de tissu et matériaux on peut utiliser. Même pour des univers où on n'imaginerait pas forcément qu'il y a une référence historique, il y en a toujours une. Croyez-moi, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Et là-dessus, il y a plusieurs points à aborder. Je donnerai des exemples justement d'un costume pour lesquels je détaille un petit peu les points de recherche historique plus tard. Tout d'abord, l'époque générale à laquelle se passe l'histoire. Est-ce que c'est une histoire qui est inspirée un petit peu d'un univers médiéval? Est-ce que c'est quelque chose de très futuriste qui se passe sur une autre planète ou dans l'espace? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment contemporain avec des matériaux d'aujourd'hui qui peuvent être utilisés? Tout ça donnera un petit peu des idées des matériaux qui peuvent être utilisables et rendre bien et rajouter du charme et du détail au costume. Un univers médiéval, des tissus comme vraiment du coton et du lin pourront donner un petit côté très réaliste à tout ça. Pour quelque chose de futuriste, on peut partir vraiment dans de la techwear. Pour quelque chose qui se passe dans l'espace, pourquoi pas essayer de chercher quel style de matière peut être utilisé pour des tenues d'astronautes. Même si c'est pas exactement ce que vous utilisez au final, ça donnera une idée du rendu, des techniques et de l'aspect général que devrait avoir le costume. Le statut social est aussi important. Par exemple, à l'époque médiévale, c'était pas vraiment les mêmes matériaux qui étaient utilisés pour le roi que pour le paysan du coin. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Se dire à quel point le personnage est riche, quel est son statut social, qu'est-ce qu'il peut se permettre de porter et qu'est-ce qui aurait été complètement inatteignable et hors de prix. Le métier également. Un chevalier aura forcément des grosses pièces d'armure, techniquement en métal, mais après on peut toujours imiter l'aspect. Si le chevalier a une armure en métal, on va peut-être pas forcément la faire en métal. On peut si on a les compétences. Mais on va essayer de donner cet aspect métal, par exemple à de la mousse ou du warbler. Salut Misawa, bienvenue à ce petit début de conférence. Si tu as des petites questions, n'hésite pas, sinon il y aura les rediffs. Et dans d'autres idées, imaginons que quelqu'un soit un pêcheur. Il pensera avoir du sang des protections pour l'eau au niveau des chaussures, donc avoir peut-être des bottes ou quelque chose qui fasse plus aspect cuir ou caoutchouc qui résiste un petit peu à l'eau. Un aventurier aura peut-être une tenue un peu plus légère et pratique, il n'y aura pas des grosses pièces lourdes, mais plutôt une armure qui pourrait être en cuir ou quelque chose de plus léger et maniable pour marcher des grandes distances. C'est tous ces questionnements qu'on peut se poser à propos du métier et de qu'est-ce que fait le personnage dans sa vie. L'environnement est aussi à prendre en compte. Quelqu'un qui vit dans le désert n'utilisera pas les mêmes matériaux que quelqu'un qui vit au pôle Nord, de quelqu'un qui vit dans la jungle, de quelqu'un qui vit dans une ville. C'est quels sont les matériaux qui seraient adaptés à l'environnement. S'il vit dans un environnement chaud, prendre des matières plus légères, plus respirantes. S'il vit dans un environnement froid, rembourrer un petit peu le tout et prendre des matières plus chaudes. Cette idée-là. Ah oui, et bien sûr ne pas oublier le côté pratique et adapté aux techniques actuelles. C'est pas parce que dans une énorme partie de l'histoire de l'humanité, tous les vêtements étaient entièrement cousus à la main qu'il faut aller coudre votre énorme robe ancienne entièrement à la main. On a des machines à coudre, autant les utiliser.
Oui, bon, je dis ça, et à côté, il y a moi qui suis en train d'apprendre à faire de la dentelle à la main au lieu de juste en acheter une ou en faire une à la machine. Mais voilà. Si vous n'êtes pas débile, profitez de toutes les techniques actuelles. Après, oui, vous pouvez toujours vous amuser à faire des trucs un petit peu plus précis, mais voilà. C'est comme rajouter certains matériaux qu'il n'y aurait pas eu à l'époque, genre certains types d'entoilage ou de renfort, par exemple, pour avoir une meilleure tenue sur un corset. C'est pas une mauvaise chose, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus pratique, de plus confortable. Il y a toujours un moyen de faire un mix des deux mondes, mais l'idée est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus historique en apparence, pourra toujours donner un petit charme en plus et aider au choix des matériaux. Point suivant. Il y a d'autres inspirations qui sont aussi toujours possibles, autres que l'historique. Tout dépend du chemin que vous voulez prendre. Tout d'abord, il y a tout ce qui est live action. Par exemple, pour aussi les costumes des personnages Disney, allez voir les tenues qu'ils portent dans les parcs d'attractions, par exemple, vu qu'il y a toujours des petits détails en plus, des nouvelles techniques en plus, etc. etc. Est-ce que vous avez... Ah oui, voilà. C'est que moi où il y a un énorme délai sur les passages d'écran. Bon, je crois que ça va. Et oui, après toutes les versions live action, et ça peut être également des live action de théâtre, genre des versions comédie musicale, les versions de Broadway, tout ça, qui peuvent être des inspirations, parce que ce sera déjà des costumes qui, au lieu de juste être sur papier, être en dessin, seront amenés dans un monde 3D et un univers général. Et oh, j'ai à manger. C'est chaud, ça sort du four. Merci. J'ai de la pizza. Bon appétit. Je vais décaler mon clavier. Je mangerai entre deux slides un petit peu plus tard quand ça refroidit un peu. Donc l'idée de toujours chercher des variantes plus ou moins officielles, mais dans la vraie vie d'un costume, vous aideront aussi à mieux voir les matériaux, les effets, qu'est-ce que vous aimez et aussi qu'est-ce que vous n'aimez pas. Si vous voyez une version film d'un costume et que vous dites « Oh, que c'est moche, j'aime pas du tout », rien ne vous oblige à faire la même chose. À la limite, essayez de repérer qu'est-ce qui a été fait sur ce costume et qu'est-ce que vous n'aimez pas pour ne pas le refaire. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Mais il y a un délai. Bah, je vais essayer de le prendre en compte et j'en profiterai pour manger ma pizza pendant le délai. Vous pouvez aussi vous regarder s'il y a eu des descriptions justement des costumes faits par l'artiste qui s'est occupé de l'œuvre. Par exemple, sur le côté, vous voyez une image, petite photo tirée d'un manga de l'Atelier des sorciers, où on peut voir justement des explications de comment les tenues ont été imaginées. Par exemple, gris clair avec des boutons décoratifs de couleur dorée sur le sol. Comme qui ferait horreur de la pluie, la doublure de sa cape est traitée magiquement pour repousser l'eau. On peut par exemple se donner sur l'idée, on a déjà les couleurs, des boutons qui doivent être dorés, donc avoir un petit peu de brillant, même s'ils ne sont pas forcément dessinés en doré, peut-être plutôt en jaune ou je ne sais quoi. Et la doublure de la cape doit repousser l'eau. Limite, on peut imaginer presque, pourquoi pas prendre un tissu qui peut avoir un aspect qui ressemble peut-être à de l'imperméable. Pas forcément de l'imperméable, ça n'aura pas les autres critères de tombée, de mouvement, de juste la façon dont le tissu rend visuellement, mais ça peut donner des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut en faire. Là, dossier numéro 3, la cape de Lugio, d'un bleu nu profond, elle est cousue dans une étoffe de grande qualité. Grande qualité, ça fait déjà penser à des tissus plus riches, par exemple des velours, des satins épais ou autres. Très douce au toucher. Ah, pourquoi pas du velours? Le velours pourrait être sympa et bien rendre. Le tissu en lui-même est assez lourd, c'est pourquoi Lugio a toujours le dos un peu courbé. À lire cette description, j'aurais envie de faire la cape vraiment avec un beau velours doux et épais, parce que ça correspond bien à la description. La brillance du velours pourra donner des petits reflets de la façon dont les poils vont capter la lumière, ce qui rendra bien sur scène, et ça peut donner justement un charme et une richesse au costume. Voilà, c'est le genre de petit lien mental qu'on peut faire à partir des informations. Mais pour ça, c'est important de bien connaître les tissus et matériaux de base, donc n'hésitez pas à passer dans des magasins de tissus, toucher les matières, regarder les noms, voir qu'est-ce qui est quoi, ou juste aussi regarder pour vos vêtements. Regardez les étiquettes, essayez de vous renseigner, faites des recherches sur internet. Tissu de telle ou telle époque, quel style de tissu, de quoi ça. Il y a des informations disponibles partout autour de vous. Il faut juste se renseigner et essayer de comprendre. Une autre chose que vous pouvez essayer de regarder, c'est d'autres cosplays qui ont été faits. Cherchez sur Google, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Et
cherchez d'autres cosplays du personnage et inspirez-vous de ça. Oh, j'aime beaucoup le rendu de ce cosplay-là. Ah, c'est quoi comme tissu qui est utilisé? Oh, il a fait cette pièce-là en rajoutant ce détail-là. Ah, j'aime bien. Oh, il a coiffé une perruque de cette façon. Ah, ça c'est sympa. Ah, ça j'aime moins. Faites-vous un petit dossier et inspirez-vous du travail des autres. Vous pouvez aussi, si c'est des personnages beaucoup moins faits et présents, inspirez-vous de personnages similaires. Par exemple, vous voulez faire un personnage secondaire un peu random de One Piece, vous n'avez pas trop d'autres inspirations, d'autres cosplays, d'autres références, bah, pourquoi pas regarder d'autres personnages de One Piece, d'autres pirates, et vous dire ah, mais telle personne a fait Zoro avec ce tissu-là, j'aime bien le rendu, est-ce que je peux utiliser ce même style de tissu et ce rendu pour une partie de mon personnage? Et comparer. Comparer, faites des recherches. Les recherches, c'est la partie la plus importante d'un cosplay. Ça prend même parfois plus de temps que faire le cosplay en lui-même. Et bien sûr aussi, bah, les propriétés des matériaux vont être intéressantes. Comme j'ai dit, un tissu imperméable rendra peut-être pas très bon en cave. C'est pour ça qu'il faudra soit trouver le bon, soit trouver d'autres options. C'est pas parce qu'un tissu est historique et correct aux descriptions et tout ce que tu veux que ça va avoir les bonnes propriétés. J'aurais eu plein de tissus d'inspiration historique pour faire ressortir par exemple le côté noble de Illumi, mais vu les mouvements de la prestation, il me fallait quelque chose de confortable et extensible. Donc j'ai utilisé que des matériaux extensibles, du néoprène, du jersey. Je devais pouvoir vraiment bouger complètement dedans. Donc j'ai choisi des matériaux au lieu d'une approche historique et en lien vraiment avec le personnage. J'ai choisi une approche pratique, qui en soi, selon moi, n'est pas une mauvaise approche non plus. C'est juste une approche différente. Tant que vous pouvez justifier un choix face au jury, ou un concours, ou face à vous-même, c'est un bon choix. Tout bon choix est justifiable. Ah oui, et un autre point que je vais vous montrer tout de suite, c'est n'hésitez pas à vous inspirer de plusieurs sources. Par exemple, la différence dans ce cas-là entre la version manga et animé d'un même personnage de Trinity Blood. Vous voyez la différence dans la quantité de détails. Et l'image va arriver tout de suite. Donc pendant ce temps-là, petite pause pizza, bon app les gens. Ça va arriver. Vous le verrez tout bientôt. Je sais même pas pourquoi il y a un délai de fou furieux comme ça. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir une petite idée de la différence de quantité de détails. À savoir que c'est un personnage que j'ai envie de cosplayer depuis un moment. Le seul problème, c'est que j'ai envie de cosplayer la version plus manga. Parce que j'adore tous les petits détails qui rajoutent plus au personnage. Et pour un univers avec des costumes aussi détaillés que Trinity Blood, je trouve ça un petit peu triste de me retrouver avec quelque chose d'aussi plat. Mais dans le cas d'un concours, il faut malheureusement coller une référence. Donc il faudrait que j'ai des références de bonne qualité complète de la version manga, alors que j'en ai des bien meilleures de la version animée. Mais si je le fais pour une autre occasion, qu'un concours où je suis bloquée aux références que je peux avoir, ça peut me permettre de m'inspirer à fond du manga, mais de compenser avec la version animée pour des parties qui ne seront pas forcément visibles, voire de faire un mix des deux et de m'éclater sur tout ce que je veux. Donc ouais, ça c'est les choses à prendre en compte. On voit aussi des différences de rendu, comme certaines pièces qui auront un rendu encore bien plus métallique sur la version manga que sur la version animée dans le style de dessin. Ça peut toujours donner justement des petits indices sur comment aborder quelque chose. Je vais repasser une diapo, donc on va réattendre. J'ai pas envie de commencer à revoir tous mes paramètres pour comprendre pourquoi il y a un délai, donc désolé. Ça me laisse le temps de manger un peu. En attendant, est-ce que vous avez déjà des questions? Profitez de les poser pendant le changement de diapo. Et ça ne devrait pas tarder. Ouais, ça fait des beaux temps d'attente. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de questions, donc ça veut dire que je suis à peu près claire dans ce que je dis. Miracle. J'ai toujours l'impression de m'en mêler dans tous les sens. Ah voilà. Donc mon petit personnage exemple, qui est ma très chère koala sur laquelle je travaille actuellement, où j'étais partie sur un cosplay quasiment entièrement avec différentes formes et poids de jersey, pour un rendu proche de la référence, mais un côté très pratique et autres, et où en le reprenant, je me suis juste dit, ah, crotte, ça m'embête. J'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire de l'historique, j'ai envie d'avoir d'autres matériaux. Je balance tout et je reprends de zéro, enfin presque de zéro,
avec justement cette recherche historique. Et voilà un peu le trajet de recherche historique que j'ai fait. Chercher des rêves, c'est des fois une horreur, surtout si le perso est secondaire. Oui, oui, oui. Mais essayez de taper une petite astuce pour ça, voilà, c'est la pause réponse astuce. Tapez le nom du personnage dans Google, potentiellement l'univers avec, et mettez juste ref, REF après. Étonnamment, ça permet de trouver souvent pas mal de bonnes références ou des montages ou autres qui vous montrent un peu tous les côtés du personnage. Ensuite, en fonction de l'œuvre, se refaire entièrement l'œuvre et prendre plein de screenshots. Ça sauve. Et après, vérifiez s'il n'y a pas eu des artbooks ou autres de l'univers avec peut-être des images des personnages ou autres, où vous pouvez aller rechercher plus dedans. Soit acheter l'artbook, soit chercher très légalement une version en PDF sur Internet. Voire juste demander à des amis, ou juste sur les réseaux sociaux, il n'y aurait pas quelqu'un qui a l'artbook? Est-ce qu'il y a des vues de tel personnage, de tel costume? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos? Faut toujours tester, qui tente rien à rien. Oui, faire un tour sur le Wikia, ça a aussi une bonne idée, ils ont souvent déjà une bonne base de données d'images. Les screenshots, ça m'a sauvé plein de fois. Oui, pareil. Pareil. Les screenshots, c'est la vie. Une autre chose que vous pouvez voir, c'est si par magie, il y a eu des figurines du personnage. Par exemple, pour Love Live, où il y a plein de tenues qui existent, certaines, elles existent juste en format petite image de carte, donc on voit pas les jambes, il y a une pose spécifique, on voit pas tout le costume. Pourquoi pas regarder s'il y a une figurine qui a été faite de cette tenue? Et là, il y a très souvent des gens qui font des vues à 360 de la figurine avec plein de photos pour montrer le tout. Ou également, si par exemple dans le cas des idoles, s'il y a d'autres personnages qui ont des tenues assorties et où on verrait mieux certains détails du costume, qui même si c'est pas l'exact même costume, vous donnerait une idée de comment compléter la chose. Tout peut se défendre tant que vous trouvez quelque chose et je me fais éblouir. Ah. Mieux. Il n'y a vraiment rien qui va dans ce live. Et où est-ce que j'en étais? Ah oui, un autre exemple, comme certains savent, j'ai commencé un peu à m'attaquer à un projet de Sakizo, ce qui fait que j'ai qu'une illustration qui montre le devant du personnage. Il n'y a aucune image qui existe du dos. Comment je vais gérer le dos? Vu que je le fais justement d'une façon si très historique, parce que j'ai découvert et j'adore faire des tenues hyper inspirées de choses historiques, et vu qu'en plus le Sakizo a des inspirations historiques très très marquées de certaines périodes, je vais juste me faire un petit montage explicatif de cette tenue-là que je cosplay est inspirée de cette époque. Voilà de quoi avait l'air le dos des tenues de cette époque. Donc je reprends les mêmes techniques, le même style de finition, mais je l'adapte au Sakizo en complétant pour rester un peu dans le même style et garder une homogénéité avec tout ce qui est visible. Ça se défend, c'est valide. Bon, reprenons un petit peu sur Koala. Bon, là je dois dire qu'il y a une bonne partie où pour facilement trouver les références historiques, il faut déjà connaître les tenues historiques. Pour ça, il y a pas mal de ressources sur Internet, il y a pas mal de ressources dans des livres, justement, qui parlent de l'histoire du vêtement ou l'histoire du costume. Il y a des vidéos YouTube, il y a des sites entiers qui détaillent époque par époque, chaque couche des tenues. Ça demande juste de faire des recherches et de connaître un peu le sujet. Un des meilleurs investissements que vous pouvez faire, c'est un bon livre sur justement l'histoire du vêtement et du costume à travers les âges. Prenez un bon gros pavé avec plein d'images. Et comme ça, si vous avez un personnage, vous dites « Ah, mais je sais pas d'où ça vient », vous reprenez le gros livre et vous commencez à feuilleter jusqu'à trouver des trucs qui ressemblent. Ça prend du temps au début, mais plus vous le faites, plus vous connaîtrez un petit peu votre histoire du vêtement et vous retrouverez facilement les choses. Donc là, je suis partie sur la période de la reine Elisabeth, donc 1558 à 1603, donc fin 1500, tout début 1600, mais surtout moins fin 1500. Donc à cette époque-là, qu'est-ce qui m'a fait penser au fait que Koala pourrait rentrer un peu dans cette idée-là, en faisant des liens un peu éloignés. À cette époque, il y avait souvent des chapeaux décorés. Bon là, il y a une casquette avec des lunettes dessus. Techniquement, c'est un chapeau décoré. Pourquoi pas. Et beaucoup de collerettes, de fraises et de fronces dans les tenues. Et là, elle a une sorte justement de quelque chose qui pourrait s'inspirer d'une collerette de l'époque avec les fronces sur sa sorte de haut chemisier, quelque chose. Chose très très bête. Mais il y avait tout le temps des chaussettes hautes à cette époque-là. Techniquement, elle en a. C'est pas du tout le même style, mais au niveau de la base, ça correspond. Il y avait aussi beaucoup d'usage de broderie et de dentelle.
Et au bord de sa jupe, on voit justement, je vais reprendre la souris, un petit bout de dentelle par ici, qui, techniquement, correspond historiquement. Donc je me suis dit, ça colle plutôt pas mal, ça peut être intéressant. Donc quel genre de tissu de matériaux pouvait être utilisé à cette époque? Là, il y a 2 catégories. Il y a les tissus pour les personnes un peu... Ah oui. Aussi, j'ai regardé les tenues pour les pirates de cette époque. Parce que bien sûr, on est en pleine période de la piraterie et que c'est une pirate. Donc sur la partie job, on va creuser là-dessus. Donc dans ce cas-là, il y avait un peu plus les captains ou les hauts placés de l'équipage de pirates qui pouvaient utiliser du velours, de la soie, du damas, du taffetas, du dupion, des tissus vraiment riches, nobles et autres. Alors que les plus bas dans cette échelle un peu hiérarchique utiliseraient vraiment de la toile en lin, en coton, du cuir, de la laine et des peaux, donc quelque chose de bien plus rustique. Donc là, j'ai les 2 possibilités, vers quoi je me tournais. Et je me suis dit, vu un peu aussi le côté collerette, les petits côtés dentelle et autres, ce serait plus intéressant de la mettre un peu en haut placé de l'équipage, un petit peu plus riche. Donc je suis partie là-dessus. Et au fur et à mesure de mes recherches sur les pirates et la mode et les vêtements de cette époque, je suis tombée sur des informations sur la Elizabethan Sumptuary Law, qui était en fait une règle assez importante qui limitait énormément les choses qui pouvaient être portées par les personnes nobles et la cour. Et chose très intéressante, souvent tout ce qui était interdit pour la haute société était repris par les pirates. Ça peut être par exemple justement des couleurs comme tout ce qui est un peu dans le rouge ou le violet. Quel genre de couleur porte Koala? Des rouges, des sortes de roses violacées? Ah, voilà qui est intéressant. C'est peut-être pas volontaire de la part de l'artiste, on sait jamais, on sait jamais, mais en tout cas ça colle, et c'est assez intéressant. C'est-à-dire que je suis quand même sur une sorte de lignée de réflexion, où tout colle, où tout est logique, et ça rajoute un petit quelque chose à tout ça. Ce qui fait qu'avec cette liste-là, je suis partie du principe que les parties un peu en rouge foncé, comme la jupe ou la casquette, j'allais les faire en velours. Le chemisier rose, je partirais sur justement un dupion de soie, pour avoir aussi une petite texture au niveau du tissage de la soie. En plus, le tissu que j'ai repéré, c'est de la soie sauvage, donc il y a des différences d'épaisseur des fils utilisés dans le tissage. Ça donne vraiment un petit charme en plus. Ça couplé à la petite brillance qu'il y a pour le velours, qui redonnera un peu plus de dimension. Les chaussettes, j'ai un tissu élastique imitation daim, qui donnera aussi une petite patte et une petite texture, pas utiliser juste du jersey, parce que je trouvais ça dommage à côté de tissu noble. Les bottes, ce sera du simili-cuir, parce que j'ai pas envie de faire des chaussures en vrai cuir. Et les gants, je réfléchis, c'est déjà une paire très très bien que j'ai fait en jersey, ou si j'arrive pas mieux, je la garderai, mais j'aimerais bien essayer de refaire les gants en cuir, pour garder un peu cette continuité de matériaux nobles et historiques dans tout le costume, ou du moins d'imitation. Vous n'êtes pas obligé dans ces cas-là de vraiment sortir la soie, sortir les velours de soie, les taffetas, les machins hyper chers. L'important est l'idée. Vous pouvez toujours prendre un velours synthétique ou de coton si vous en trouvez un qui rend bien. Pas la peine de coller exactement à la fibre près. Moi, j'aime bien parce que c'est des matières que j'aime bien travailler aussi. J'adore bosser du lin, j'aime beaucoup bosser de la soie, etc., etc. Mais juste, comme là, partir sur une imitation de daim pour les chaussettes, c'est beaucoup moins cher que du vrai daim, c'est plus extensible, c'est plus confortable. Là, l'idée de profiter des techniques et matériaux actuels à votre avantage, que ce soit pour le prix ou pour le confort. Faut pas oublier que dans la belle époque de la piraterie, les tenues des pirates étaient assez disparates, car souvent, ils s'équipent avec ce qu'ils gagnent comme butin. Oui, oui. Ce qui fait que techniquement, on peut prendre pas mal de matériaux différents et aller un petit peu aussi dans quelque chose de plus excentrique dans les choix. Après là, je suis restée très uniforme dans ce que je partais, mais quelque chose d'un petit peu plus chaotique, si je puis dire, pourrait être justifié. Donc ce serait clairement pas un mauvais choix. L'important, c'est justifier toutes vos décisions. Et c'est aussi une des meilleures façons de gérer un prejudging. C'est j'ai fait ça comme ça parce que ça. J'ai fait ça comme ça parce que ça. Pour tous les éléments. C'est la meilleure façon de structurer ce que vous allez dire. Bon, on va partir sur un nouveau slide. Là, on va arriver dans... en fait, je peux déjà cliquer, le temps que ça change, je vous ferai l'intro. Dans certaines différentes approches qu'on peut avoir par rapport à un costume. Avec des petits exemples. Bon appétit. Si je refais un peu des conférences dans ce style-là, il faudra clairement que je trouve un moyen de
comprendre d'où vient le délai et de régler ça. Après, c'est peut-être un bug qui arrive juste aujourd'hui, parce que sinon, c'est pas drôle. Encore une fois, c'est le bon moment pour profiter à faire des remarques ou des questions. Si on rajoute des détails niveau tissu ou couture qui n'apparaissent pas dans l'image de référence, mais ça a une logique historique, c'est vu comme un point positif ou négatif au cosplay parce qu'on s'éloigne un peu de l'image de rêve. Bah, c'est exactement ce dont je vais parler à la prochaine slide. Quand je voudrais bien apparaître. Cette question est dans un timing parfait. Mais en général, ce que je vois dans les critères de notation des concours, les rajouts un peu de détails sont acceptés tant que ça dénature pas par rapport à l'image de référence. Bah, faut pas que ça change complètement, genre quelque chose qui est bleu sur la référence, si vous le faites vert, c'est peut-être un peu complexe. Mais si vous rajoutez des petits détails sur des détails qui sont déjà existants, ça peut fonctionner. C'est le spoiler des prochaines slides. Spoiler accidentel. Bon, par contre, c'est pas possible ce délai. Ah, voilà. Donc, comme exemple pour ça, j'ai pris notre très chère princesse cosplay, qui a été photographiée par S-Photographie, dans sa robe de Ariel. Donc, robe inspirée de la Ariel du dessin animé Disney, c'était la référence qu'elle avait. Mais elle a rajouté des petits détails, comme au bord des losanges blancs qu'il y a sur les manches, elle a mis des petites dentelles. Ça reste la forme de losange qu'il y a sur la référence, mais ça rajoute un petit peu de détail et de charme. Comme par exemple, au bord des mains, elle a aussi mis une petite dentelle rose pour faire la bordure. Il n'y a pas de dentelle sur la référence, mais ça va rajouter ces petits détails en plus. Et de même, vous pouvez un petit peu le voir sur le tissu, il y a ces petits effets de ligne du fait qu'elle a utilisé un taffetas qui va avoir justement une texture au tissu. Ça va techniquement être un tissu uni, mais avec une texture qui rajoutera quelque chose au visuel sur le costume et qui évitera que ça soit trop plat. Ça, c'est un petit peu une bonne et une mauvaise chose avec tout ce qui vient de sources dessinées, surtout ce qui est en animation et qui aurait été simplifié pour l'animation. Les rendus vont vite être très plats, surtout si vous utilisez que des tissus mat. Faites attention à la brillance, parce que la brillance peut vite très faire cheapos et mal rendre avec les lumières, mais du full mat rendra bien, mais il manquera vite quelque chose. Pour ça que respecter la référence, mais en rajoutant du détail, peut être intéressant. Bon, je vais pas remonter avant pour montrer, mais la dentelle qui est au bord de la jupe de koala, je vais essayer justement de la faire en dentelle au crochet. Parce que même si c'est techniquement juste des petites formes comme ça, blanches, avec des petits trous au milieu, ça reste très fade, je pense, même en fonction des matériaux. Après, j'hésite encore entre faire des détails un peu de dentelle au crochet, mais garder une base de tissu, ou juste entièrement faire en dentelle. Là, c'est encore des questionnements que je me pose, où je suis pas sûre de qu'est-ce que je veux comme rendu. Donc, je suis en train de faire plein d'effets de différentes techniques pour faire une bordure qui, vraiment, pour moi, rajoute du détail et colle un peu à cette idée historique. Tout est dans qu'est-ce que vous pouvez justifier et qu'est-ce qui rentre encore dans la forme de la référence. Comme prendre un tissu avec un léger motif, mais un motif qui soit genre bleu sur bleu, avec genre juste des différences de brillance ou autre, pourrait donner un petit peu plus de détails que juste prendre un tissu bleu uni dans certains cas. Essayer de jouer avec différents aspects rendus et textures des matières peut être très intéressant. Après, si vous avez une robe genre toute rose et que d'un seul coup vous décidez de entièrement faire des broderies en bleu dessus, c'est beau, mais c'est pas du tout sur la ref. Donc là, ça pourrait faire perdre des points en ressemblance. C'est comme vous avez un tissu à motif, qui comme la ref, c'est génial, mais rajouter des petits effets de broderie, des petits strass, même si c'est pas sur la référence, ça pourra rajouter, donner du brillant et unifier avec le reste du costume. Espace commentaire. J'ai de la peine à prendre ce genre de liberté parce qu'on m'a tellement bassiné avec le respecte la référence. Oui, j'avais énormément de peine aussi pendant des années, mais maintenant que je commence à le faire et que j'arrive à le faire, ça, c'est comme une libération. Je trouve que ça fait un bien fou parce que ça me permet de revoir cette créativité et pas juste d'être une machine à copier la référence. Encore une fois, si tu arrives à le justifier, c'est bon. Bon, après, ce que tu fais en général niveau cosplay, Mizusawa, c'est
des sources justement où c'est parfois un petit peu compliqué de donner plus de texture que ça. Après, bah, si c'est une source dessinée, éclate-toi, prends un simili-cuir un petit peu plus texturé, rajoute un petit effet de brillance. Essaie peut-être au début, juste tester les aspects généraux des tissus. Un bon exemple que j'ai, c'est mon cosplay de Kiki, où juste la robe noire, ça aurait été triste, donc j'ai pris un lin qui était très texturé. J'aurais pu en prendre un qui avait une texture plus lisse, mais j'ai cherché vraiment le plus texturé que je pouvais. Et je l'ai lavé plusieurs fois, le tissu. Comme ça délavait un peu la couleur, ça donnait une certaine patine, un petit effet usé qui a pu justement rajouter du charme. La patine est aussi un aspect qui peut donner justement du détail en plus au costume. Là, j'ai montré l'aspect princesse où tu rajoutes des perles, des détails, des broderies, de la dentelle. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est rajouter des dégâts sur l'armure qui auraient pu être faits au combat, un peu de salissure, de la boue par-ci, des endroits effilés par-là. Tout est dans l'idée de rajouter du caractère et de le rendre plus réaliste. S'il existait dans la vraie vie, comment est-ce qu'il aurait pu rendre réellement? Comme là, la robe de princesse, je crois que c'est détail qu'il y avait au bord des manches, je suis plus sûre, mais je crois que c'est aussi présent sur certaines tenues à Disneyland. Voilà, ça, déjà, l'inspiration d'autres costumes réels existants, et surtout, ça donne cette idée de une robe de princesse à l'époque aurait été détaillée, aurait eu de la dentelle, aurait eu quelque chose en plus, et ça aurait pas été juste genre du coton ou un satin uni. C'est meilleur, moi j'ai un cosplay en cours qui est plus sans le respect. Ah, dentelle au crochet, la vie. C'est génial, la dentelle au crochet. Ça tue les doigts, mais j'adore faire ça, j'ai hâte d'en faire plus. Oui, c'est assez difficile de savoir où est la limite. Un conseil que je pourrais donner, c'est si on se tient loin de toi et qu'on regarde la référence à côté, est-ce que la silhouette et le rendu général est assez proche? Parce que là, vous voyez justement en Capucine, par exemple, à la distance à laquelle je suis de l'écran par rapport à la photo, je vois tous les éléments de Ariel. Il y a la robe rose unie, il y a les pointes sur les mains, il y a les sortes de losanges sur les manches. Techniquement, tous les détails, enfin, la forme générale de Ariel et des motifs est là. Ça va pas dénaturer complètement par rapport à la référence. Donc, c'est le moment où il faut prendre du recul et regarder si de loin c'est similaire. C'est bon. Mais ouais, c'est toujours une limite difficile. La meilleure chose, c'est tenter des trucs et voyez si ça passe ou pas. De toute façon, c'est du cosplay, éclatez-vous. C'est le plus important, ouais. Dans le doute, si vous doutez vraiment sur des détails que vous avez rajoutés, soit vous pouvez les enlever si c'est genre cousu, essayer de le découdre, soit préparer une défense en béton pour devant les jurys. Oui, j'ai décidé de tout broder le corset. Parce que ça avait une référence historique, voilà la référence avec des images, ça collait au personnage, et ça ajoutait du détail, parce que sinon le costume était trop plat. Paf, envoyé. L'important est de juste pouvoir le justifier. Reprenons le chat. Désolé, il est un petit peu... Voilà. Capricieux aujourd'hui. Oula, voilà. Il faut que ça soit justifiable et trouver le bon équilibre entre les libertés sur la ref et ce qui fera que le costume rend mieux dans son ensemble et dans la presta. Oui, une chose que vous pouvez aussi prendre en tête et utiliser dans l'argumentation, c'est le rendu des tissus avec les lumières de la scène. Quand vous êtes sur scène, il y aura vite des gros spots sur vous, beaucoup de lumière. Donc un tissu trop mat rendra bien, mais il pourra vite être oubliable dans le rendu final. Alors que si vous rajoutez justement de la brillance, des matériaux qui vont réagir différemment avec certaines lumières, ça peut être différents tissus, comme le très cher velours qui prend la lumière de façon magnifique, la différence entre un coton et un satin, ou alors même pour les armures, quelle sorte de vernis vous mettez par-dessus. Est-ce que pour le métallique, vous avez une peinture qui brille un peu, qui est satinée, qui est chromée? Regardez vraiment le rendu final de la matière et surtout comment elle va attraper la lumière. C'est ça qui fera aussi une grande différence sur scène, et j'ai fait ça dans cette matière parce que ça prendra mieux la lumière et que ça rendra mieux sur scène. C'est un argument parfait, complètement recevable et que les jurys devraient comprendre. Ah ouais, rendre réaliste, je vois. On m'avait conseillé ça sur un de mes costumes il y a quelques années. Eh ben oui. Ouais,
C'est aussi, ça explique parfois certaines remarques qui peuvent sembler absurdes, mais qui peuvent être faites à des personnes. Par exemple, c'est très bien, mais tu ressembles trop à la référence. C'est dans l'idée, bien sûr, on peut pas trop ressembler à la référence, mais trop ressembler dans l'idée de tous les tissus étaient mat, tu avais vraiment l'air d'un dessin, et pas d'un dessin avec genre du détail rajouté façon Jojo. Ça peut avoir le côté de tu ressemblais trop à un dessin, ça s'effaçait sur scène, ça manquait de brillance, ça manquait de détails, de caractère. Oui, c'était identique à la référence, mais il manquait quelque chose. Il manquait le charme du costume, la personnalité du costume. Le weathering, oui, c'est magique le weathering. J'ai pas du tout pensé à expliquer pourquoi j'ai choisi tel ou tel tissu par rapport à l'époque, je pensais juste au rendu perso. C'est ce que j'ai fait pendant la majorité de ma vie de cosplayer. Penser au rendu, c'est une très bonne chose et c'est ce que tout le monde fait de base. Mais si vous voulez vraiment level up le truc, pensez à d'autres explications. C'est j'ai pris ce tissu-là pour avoir la même silhouette, le même rendu, et en plus pour pouvoir bouger. J'ai choisi ce tissu-là parce que je pouvais avoir le même rendu, le même tombé pour le tissu, mais en plus celui-là rajouter des petits détails et donner du charme et aller mieux rendre avec les lumières. Tout est dans la justification. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui sont arrivés. Mais du coup, je pourrais appliquer tes conseils par rapport à l'époque à Arcana, vu que ça match. Bah, éclate-toi. Si tu remarques, ah oui, ça colle à l'époque, ça colle à ci, ça colle à ça, profite, fonce, éclate-toi. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis dans un cas extrême, je crois. Mais let's go, ça me fera kiffer. Genre le satin en photo Burke. Tout dépend du satin, avec les spots. Le satin de polyester un peu cheapos que vous trouvez partout, oui, ça va être horrible, ça va briller de l'enfer, ça va être moche. Un beau satin, bon, il y a même des beaux satins de polyester, faut juste se trouver, mais un beau satin ne va pas briller de façon cheapos, aura juste un effet légèrement satiné, légèrement brillant, mais va pas être hyper glossy, comme peuvent être les satins bon marché de costumes de carnaval. Essayez de trouver justement le bon tissu, parce que le satin en soi, c'est juste une façon dont ils ont tissé les fibres. Après aussi, le type de fibre va énormément changer. Et c'est là-dessus qu'on pourra voir les différences. Donc ne jamais complètement faire une croix sur un type de tissu, mais toujours essayer de regarder les différentes variantes qu'on peut avoir sur le type de tissu. Par exemple, le blanc ici et là, je crois que c'est du satin, si je me souviens bien. Est-ce que ça brille de façon cheapos? Non, parce que ça a été un satin de bonne qualité. Tout est là-dedans. Merci, j'ai fait tous les efforts de recherche et tout, mais j'ai pas la thune pour m'acheter les bons tissus, du coup ça tombe à l'eau. Dans ce cas-là, soit tu économises, soit comme j'ai dit, tu passes sur des versions moins chères du tissu, mais qui ont toujours un bon rendu. Après, d'autres choses qui peuvent être faites, c'est toujours aller travailler sur toi-même customiser. Par exemple, ah, je voudrais trop ce tissu-là, mais j'ai pas la bonne couleur, ou la bonne couleur est trouvable sur d'autres sites ou d'autres marchands trop chers. Essaie de teindre le tissu. Prends-le en blanc, essaie de le teindre. Prends-le dans une autre couleur similaire et un peu plus claire, essaie de le teindre en plus foncé. Par exemple, je n'avais pas les moyens et l'argent de me commander pour Léonet de la fausse fourrure jaune qui est la bonne densité que je voulais. J'ai pris une bonne fausse fourrure dense, un peu dans les beiges brun clair, et j'ai tout travaillé à la peinture. J'aurais pu le teindre si je voulais un rendu un petit peu plus doux, plus fluff, plus beau, mais j'ai préféré y aller à l'acrylique parce que ça allait un petit peu salir la fourrure, la rendre un peu plus rêche, et que ça allait permettre d'avoir aussi ce côté un peu elle a traîné dans la nature, elle s'est battue, elle n'était pas d'un milieu riche du tout. Ça donne cette un peu patine de la vie et ce côté rêche que pouvait avoir le personnage aussi. Il y a toujours moyen de bidouiller des choses. Il y a plein de techniques de peinture qui existent pour le tissu, autres que la peinture à tissu, l'acrylique ou les vinyles d'impression. Il existe plein d'autres façons de passer à la peinture sur des matériaux. Il y a la peinture à soie marche sur d'autres tissus que sur la soie. Vous pouvez essayer de faire des impressions avec de la teinture, ou il y a toujours moyen de chercher d'autres effets. Une bonne référence que vous pouvez avoir là-dessus, c'est les vidéos de la cosplayeuse Alison Tabita. Elle a des vidéos sur YouTube, et là vous voyez à quel point ces cosplays avec des rendus de fous furieux sont faits avec que dalle. Je l'ai vu une fois passer une robe la blonde d'un Final Fantasy, une fille blonde avec une longue robe blanche, j'ai complètement oublié le nom du personnage. Elle a reçu une belle robe qu'elle avait eu, je crois, qu'un sponsor d'une boutique de cosplay. Une belle robe, mais avec un satin brillant, pas beau.
Elle a entièrement baigné la robe dans un gros seau de mixture d'eau et de peinture acrylique blanche pour casser le brillant et la rendre plus mate. Et ça rendait bien. Ça rendait même super bien. Dans d'autres personnages, je l'ai vu entièrement repeindre à l'acrylique dilué des vêtements pour que la couleur colle et pour créer les motifs sur les tissus. Il y a toujours une façon de bidouiller et de s'en sortir pour quasi pas cher. Ça demande juste un peu plus de créativité et d'essai pour voir qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. Après, parfois, il faut justement adapter vos visions de la chose. Faire un cosplay de Sakizo hyper détaillé, vous voulez le faire vraiment historique avec des beaux matériaux riches. Là, ça en a plus dans la catégorie. Je vais attendre un petit peu et économiser. Toute l'idée est là-dedans. Mais c'est comme, au lieu de faire une armure en cuir, faites l'armure en Eva et travaillez un effet cuir par-dessus. Le cuir, ça coûte cher, vous n'avez pas les moyens. La mousse Eva, ça reste toujours un prix, mais beaucoup moins cher. Et avec plus de boulot, vous pourrez toujours atteindre le rendu de la matière. Comme j'ai dit, la question n'est pas la matière ou le tissu exact, c'est avoir le rendu de cette chose en vrai. Hello, j'aurais besoin de ton savoir de jury. Est-ce que le make-up prothèse est évalué dans les concours? Ça reste une pièce que vous avez fait dans le costume, donc normalement elle est évaluée. Les prothèses vont être évaluées. Après, le make-up en général sera compris dans le costume. Et ça reste toujours dans le même problème de comment est-ce qu'on compare à l'évaluation, par exemple, une robe de princesse d'une grosse armure. C'est deux travaux complètement différents. La façon la plus simple pour juger dans ces cas-là, ça c'est en plus un conseil que j'ai vu d'une cosplieuse et jury américaine, c'est au lieu d'évaluer les différentes techniques, évaluer l'exécution de la technique quelle qu'elle soit. Ce qui est la façon la plus simple de pouvoir comparer les gros costumes. C'est j'ai choisi ces techniques-là pour le costume, à quel point je les ai réussies et elles sont faites correctement. Ce qui fait que le maquillage rentrait là-dedans. Ensuite, tu peux faire un maquillage extrêmement exagéré, tu peux faire un maquillage très naturel. L'important est, encore une fois, comment tu vas pouvoir le défendre. Et aussi, penser à comment sera le rendu sur scène. La scène, avec les énormes spots et de la lumière dans la gueule, ça va extrêmement lisser et diminuer tous les effets de maquillage. Donc, c'est toujours mieux de pouvoir en rajouter. Faire des couleurs plus vives, des maquillages plus grands, rajouter des effets, des paillettes, de la dimension. Un maquillage, c'est comme un costume, c'est comme une perruque. Il y a l'idée de base, la référence, qu'est-ce que le personnage ferait, porterait, etc. Et comment rajouter de la dimension et de l'intérêt par-dessus, et comment ça va jouer avec les lumières et les différentes conditions. J'espère avoir répondu à ta question. Mais normalement, je ferai une vidéo plus complète sur la façon dont sont jugés les maquillages. Dès que j'aurai fini de monter et publier, faire les sous-titres et tout, la vidéo sur comment sont jugées les prestations, qui est en cours et sortira sans doute en 2 parties parce qu'elle est trop longue. Mais j'ai normalement la prochaine que je ferai. Peut-être pas que je publierai parce que j'ai eu plein de bugs sur Insta et j'ai plein de vidéos qui sont publiées sur TikTok qui ne sont pas sur Insta, donc j'ai aussi usé celle-là. Mais là, j'ai justement une vidéo sur la façon de juger les maquillages qui va arriver. Certains costumes, notamment des dessins animés ou mangas, peuvent paraître trop plats pour une scène si on les fait 100% comme dans la ref. Dans ces cas, les libertés peuvent être un grand plus, notamment pour des concours de qualif où le show est primordial. Complètement, je suis complètement d'accord. Et bon, je vais déjà passer à la prochaine slide pendant ce temps-là, qui justement prend en exemple pour autre chose le cosplay d'Illumi, pour le côté un peu sorti de l'animé du manga, qui était vraiment un choix dont j'étais assez confiante à l'époque, mais y réfléchir, je pense que j'aurais utilisé d'autres matières pour essayer de donner ce petit plus. Ça aurait été un avantage face au jury, et là j'ai bien peur que le fait qu'on voulait vraiment être des versions sorties de l'animé des personnages, que t'es vraiment, copie conforme, c'était presque à notre désavantage à ce moment-là pour les finales ECG. Après avoir bien examiné les grilles de points et surtout entendre la façon dont c'était interprété là-bas. Donc à refaire, j'en ferai avec des autres matériaux. Mais voilà. C'est la vie, on apprend. Et ça veut juste dire que je m'en sortirai mieux au prochain concours et finale internationale auquel je voudrais participer. D'ailleurs, tu vas en mercerie avec un spot pour voir si c'est du bon satin. Tu utilises la lampe torche, enfin le mode lampe torche sur ton téléphone. Je le fais quasiment tout le temps quand je dois choisir des tissus. J'allume la lampe torche, hein, je prends mon téléphone, je fais ça, j'affiche la ref,
et je regarde juste. Ah, ok, ça brille comme ça, par rapport à la rêve, ça peut être intéressant. Voir si le magasin de tissu a une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Je prends le rouleau de tissu, j'approche de la fenêtre et je regarde comment il rend à la lumière naturelle du jour. Parce que c'est la meilleure référence qu'on peut toujours avoir, c'est la lumière naturelle. Comme quand j'utilise mes petits rings avec tous les échantillons de couleurs pour les perruques. Je check comment ça rend avec le spot en plein dessus et je tente vers une fenêtre ou même quitte à aller me balader dehors au bas du bâtiment en mode ah, par rapport à la référence et autres et par rapport à la teinte de ma peau, c'est cette couleur qui rendra le mieux. Faut toujours checker avec différentes lumières et jamais se fier aux lumières qu'on a en intérieur. Parce qu'il y a des lumières plus jaunes, des lumières plus blanches, il y a tellement d'effets différents, ça va tout changer à chaque fois. Donc lumière naturelle et au besoin, si c'est des trucs pour la scène, essayez avec une lampe torche ou avec la lampe du téléphone. Le prix du satin par contre à l'aide. Oui, ça le problème c'est que plus tu montes dans la qualité des tissus, plus le prix sera présent. Après, si vous avez des moyens parfois de commander en ligne sur certains sites, y a, ou, justement, aller à Paris au marché Saint-Pierre. Je vous assure que le prix des tissus là-bas, ça rentabilise vite l'aller-retour en train. Pour à peu près le même prix des costumes, des matériaux pour les costumes de Kiki et de Hosono que j'ai fait récemment, j'ai pu avoir tous les tissus pour mon projet Sakizo, à savoir que j'ai pris que du 100% soie, à l'exception d'un tissu qui est un lainage utilisé pour costume, qui est en 100% laine aussi. Donc j'ai des velours de soie, j'ai différents satins de soie, du pion de soie. J'ai des dizaines de mètres de soie, achetés bien sûr en France, pour moins cher que juste des petites robes en lin. Ça vous montre la différence de prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des recherches sur net sur les magasins du marché Saint-Pierre, ce sera toujours marché Saint-Pierre quelque chose, parce que beaucoup ont des sites en ligne et livrent soit en France sans frais de port, dans ce cas-là, si vous connaissez quelqu'un qui habite en France, profitez, soit en ligne avec moins de frais de port. Ça peut être des bons plans pour avoir vos tissus moins chers. Donc si vous cherchez des bons satins, essayez de regarder les différents magasins du marché Saint-Pierre s'ils ont des sites internet. Parce qu'en fonction de quoi, vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher. Ok, merci, c'est pour Ganondorf de Twilight Princess. En vrai, oui, clairement, ça peut être une bonne chose à faire de travailler un gros maquillage et de la prothèse. À ce moment-là, ce que je conseillerais, il me semble qu'il a la peau bien verte ou grise, mais voilà, du beau body paint dans ces références-là, au lieu de juste repeindre tout le visage d'une couleur, travaille aussi les ombres et des lumières un peu façon contouring. Genre, si c'est vert, prends ton vert de base, mais prends genre un fard à paupières vert un peu plus clair et un peu plus foncé. Et mets en valeur tous les détails de la prothèse, les contours du visage, donne de la dimension en plus au maquillage. Ah oui, oh, j'ai vu, on m'a demandé à boire, je bois, je bois. Hydratez-vous les gens, c'est important. Du coup, si tu te bases sur un côté historique du costume, est-ce que tu fais le même traitement historique pour le make-up? Bon, déjà, je vais pas utiliser le maquillage historique parce que souvent il était extrêmement toxique. Mais après, tu peux. Je pense pas que ça soit un point que tu aies besoin de décor, de défendre face au jury si tu choisis de ne pas faire un maquillage très historique. Parce souvent, dans l'histoire, ils faisaient des trucs extrêmement chelous avec leur maquillage. Mais ça peut toujours être intéressant de regarder qu'est-ce qui était fait et de t'en inspirer. Bon, pour Koala, je doute que les pirates se maquillent vraiment à l'époque. Mais à ce moment-là, ce que je vais faire, je pense, ce sera un maquillage vraiment très animé pour correspondre à la description du personnage. Elle s'appelle Koala parce qu'elle a des grands yeux comme ceux d'un koala. Donc j'aurai 5 tonnes de maquillage pour m'élargir les yeux, des fois aussi pour vraiment refaire les mêmes effets. Je vais essayer plus de coller à un maquillage qui ne jure pas avec la tenue complètement, mais qui permet de garder ce charme. Vu que j'aurai aussi beaucoup de différentes brillances sur la tenue, je pense que j'essaie quand même de mettre un peu de brillance au niveau du fard à paupières, par exemple, essayer de donner un petit truc en plus. Après, comme d'habitude, il faut faire attention à pas trop s'écarter de la référence. Si la mode historique, c'était d'avoir les lèvres rouge sang, mais que clairement sur ta rêve, ton personnage n'a pas de rouge à lèvres, j'ai bien peur que les lèvres rouge sang, ça te fasse perdre des points de ressemblance. Encore une fois, tout est dans l'adaptation et de qu'est-ce que tu juges utile pour le rendu.
Mais je pensais quand même au maquillage par rapport aux éclairages de la scène. Ça, c'est le point le plus important. Tu sais que j'osais pas du tout faire du weathering à cause que le perso n'avait pas forcément de détails de ce genre. Je vais me faire plaisir, tiens, mais fais-toi à fond plaisir. Après, t'as peut-être pas l'impression que ton personnage est un clodo qui porte les mêmes vêtements depuis 10 ans, si c'est quelqu'un qui change de tenue régulièrement ou qui aurait les moyens ou autres. Garde certaines limites, mais tu peux clairement t'éclater sur une bonne partie. Oui, on a un peu abusé au marché Saint-Pierre. Comment ça, j'ai acheté trop de tissus? Pas du tout. Oh! Ça a changé. Ça a changé vite. Bah, je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai croyé que j'avais appuyé, ça n'a pas changé, mais là, ça a changé tout de suite quand j'ai appuyé. C'est magique, ça refonctionne. Donc voilà, pour Illumi, j'avais vraiment essayé de donner cette impression sortie complètement du manga, surtout au niveau de la silhouette. Et que justement, un travail sur la forme des manches, qui était entièrement fait en néoprène pour garder de la forme, j'avais quand même rajouté des effets de plis pour garder quelque chose d'un minimum esthétique et qui fasse pas juste un gros ballon carré moche. Pour les hanches, comme on peut le voir légèrement là, j'avais fait des rajouts en mousse pour avoir cette forme un peu chelou hanche du personnage. J'avais fait une légère patine au niveau de toutes les boules jaunes, mais tellement légère qu'au final, elle ne ressort pas en photo. Ça, c'est aussi une erreur que les jurys m'ont reproché sur Kiki, où je suis complètement d'accord. Je me suis fait chier à faire 5 tonnes de patine sur tous les éléments du costume. Effectivement, comme les jurys m'ont dit, au final, on voyait pas la différence. J'ai passé des heures à patiner le sac avec plusieurs couleurs différentes de pastel et autres, à faire un travail méga précis. Ça se voyait pas. Ce qui est triste, comme là, on voit pas que j'ai fait énormément de patines sur toutes les pièces jaunes. Elles ont juste l'air jaune. On voit à peine le fait que j'ai décidé de passer à la peinture et de faire des petits effets à la base pour faire ressortir la forme 3D des petits rajouts en mousse pour donner l'impression que c'était planté dans moi. On voit pas que j'ai fait de la patine sur les bords de quasi toutes les pièces, enfin très légèrement si on regarde bien de proche. Mais dans l'ensemble, il suffit qu'on soit à une distance un peu raisonnable et pas le nez sur le costume. On voit pas toute la patine que j'ai fait. Donc techniquement, ce travail a servi à rien. Mais j'avais peur d'en faire trop, parce que j'avais peur de trop m'éloigner de la référence. Mais je crois qu'au final, ça a desservi le costume. Et il y a aussi avec la patine de Sono de l'Enfer qui avait décidé de déteindre de partout et sur le tablier, même si je l'avais fixé à mort. Mais ouais, pensez aussi, si vous voulez mettre en avant le fait que vous avez fait des effets sur le costume, vérifiez qu'à 2 pas de distance, ça se voit. Et vu qu'il y aura aussi toute la lumière sur ces dessins là avec genre des gros spots ou des néons qu'il y a pour le judging, sur la scène il y a des gros spots et tout, veillez à ce que même avec la lumière dans la gueule, on voit les effets, le rajout que vous avez fait si vous voulez le mettre en avant face au jury. Par ça, c'est un peu la grosse erreur qui a desservi ce costume. Mais après, sur le parti pris que j'avais de faire vraiment un copier-coller de la ref et d'essayer d'avoir l'air sorti du dessin, j'ai complètement réussi mon coup. Et je suis très fière de moi là-dessus. Ça reste un cosplay que j'adore. Mais d'un point de vue concours et surtout finale internationale, c'était peut-être pas le meilleur move. J'aurais pu faire des choix plus intelligents par rapport à l'objectif de ce cosplay. Mais c'est ça, le temps passe et on apprend. Mais après, tout parti pris est bon. Et je pense que si c'est pas un méga niveau international final concours, pour même des concours généraux, même de grandes conventions comme Polymanga ou autre, on l'a vu, ça paye. C'est un rendu à un parti pris qui peut être récompensé. C'est juste que j'ai appris que pour des finales, mieux vaut en rajouter et redonner plus de réalisme parce que c'est mieux récompensé vu le système de points. Suivant. Et ah aussi, c'est rapide. Yes, ça fonctionne. Donc voilà, là c'est pour les différentes façons de rajouter de la dimension au cosplay. La patine, le weathering, ça peut être du sang, les broderies ou les perles comme je vous ai montré. Le rajout de paillettes aussi, pourquoi pas faire pailleter ou brillant quelque chose qui ne serait pas forcément d'origine, si ça rajoute ce qu'il faut et que ça fait pas de cheapos. Tout ce qui est ombrage, justement. Ça c'est pas mal pour les perruques, où vous stylisez une perruque avec beaucoup de pics, beaucoup d'effets. Mais pourquoi pas y aller avec des ombrages, ça soit à l'aérographe si vous en avez un, ou juste avec un pinceau et du fard à paupières et vous laquez ensuite. J'ai fait ça sur plein de perruques. Ça va permettre de donner plus de dimension, de donner des ombres. Faites du contouring sur votre perruque, faites du contouring sur vos costumes. Ça fera de toute façon mieux ressortir tous les détails, tous les volumes, tout ce qui va avec. Tout ce qui est battle damage, ça rentre un peu dans la même idée que Weathering, mais si vous avez une armure, même si elle n'a pas de gros chocs et autres sur la référence, pourquoi pas faire une
petite entaille à un endroit qui serait logique, faire un petit effet, un truc, un endroit où ça aurait pris un choc un coup. Ça peut aussi être une très très bonne façon de planquer des défauts et des erreurs que vous avez faites dans la fabrication de votre cosplay. Non, ce n'est absolument pas un accident, c'est parfaitement voulu, c'est battle damage. Et aussi, justement, tout ce qui est différents types de vernis et de fini pour tout ce qui est props. Est-ce que vous voulez que ce soit quelque chose de vraiment très glossy, juste un petit satiné qui garde une brillance mais pas trop, ou quelque chose de complètement mat qui va bien absorber la lumière? Chacun de ces aspects aura son propre effet quand ce sera vu dans l'ensemble. L'important est d'être cohérent avec vous-même et le message que vous voulez passer. Je fais des battle damage pour cacher les petits défauts. Mais c'est ça, c'est la bonne technique. Profitez. Patine, c'est weathering. Oui, weathering, c'est le terme anglais, mais la patine, c'est le terme qui est utilisé au niveau francophone. Donc vous pourrez trouver différentes ressources d'informations en fonction du terme que vous utilisez. Mais sinon, la patine, c'est pas le terme le plus entendu dans le monde du cosplay en général, mais il est très utilisé dans le monde du théâtre. Mais la chose est le même. Yep. J'aurais appris des trucs. C'est pour ça que je fais cette conférence, c'est pour apprendre des trucs aux gens. Le nom français de weathering. Et voilà, c'était le petit cours de traduction. Et oui, en fait, très souvent, ça existe le mot français, c'est juste qu'il est moins utilisé. Pour mon chat avoir faim. Ensuite, je viens de manger et j'arrive. Les diapos sont beaucoup trop réactifs, j'ai pas le temps de bouffer. Je vais vite répondre aux questions dans le chat. Pour une wig blanche, tu fais comment l'ombrage? C'est la question qu'on s'était posée pour la perruque de Killua. On a décidé de le faire avec principalement du gris, mais aussi un petit peu de violet, parce que sur l'image de référence, les ombres sur le blanc avaient été dessinées dans une sorte de violet. Donc on a utilisé des fards à paupières gris et violet pour aller faire un petit peu des ombrages au niveau de la racine de la perruque. Ensuite, c'est des questions d'interprétation. Tu peux les faire un peu plus jaune-beige pour donner l'impression plus d'un blond très clair. Tu peux les faire bleuter, tu peux les faire violacés, tu peux juste les faire greenouts, ça dépend de l'effet que tu veux donner. D'ailleurs, chose intéressante, dans le milieu du théâtre, le blanc absolu est très déconseillé, voire presque interdit. Parce qu'avec les spots en pleine gueule, le vrai blanc pur va vraiment pas rendre joli. Pour ça que la majorité des tissus vont être passés, par exemple, au thé. Vous faites une énorme casserole de thé, vous trempez vos tissus quelques minutes dedans, vous les ressortez, vous les faites sécher. Ils ont pris un côté légèrement blanc cassé, qui se voit si vous le mettez à côté de genre une feuille blanche de papier vraiment blanc, où là vous verrez, ah oui, c'est beige. Mais au milieu des autres couleurs du costume et du reste, et en dehors de toute comparaison, vous voyez ça, vous dites, non mais en fait c'est blanc, c'est parfait. Vous ne savez pas que c'était cassé, mais alors que oui, et ça prendra mieux la lumière sur scène, surtout quand il y a beaucoup de lumière. Voilà, c'était le petit tips. Les blancs purs, c'est comme le noir absolument pur et parfait, va vite absorber trop la lumière et faire perdre de la dimension au cosplay. Dans ce cas-là, une très légère patine, un petit peu gris, ce que vous pouvez faire, c'est genre prendre extrêmement peu de peinture blanche sur un pinceau, genre brossage à sec, mais encore moins de peinture, et passer un peu votre costume, ce qui permettra de donner une légère usure. Ou alors, pour les tissus, je sens, lavez-les plusieurs fois en machine, mettez-les dans toutes les machines de noir que vous faites, et petit à petit, il va un peu grisailler et prendra cette patine. C'est ce qui a été fait aussi pour la robe de Kiki, pas qu'elle soit juste trop noire et qu'elle absorbe trop la lumière et que ça rentre pas bien avec la lumière de la scène. Elle est passée quelques fois en machine et le tissu a justement pris un côté un peu grisaillant qui donnait plus de naturel et rendait beaucoup mieux. Ah, j'ai cru que c'était genre les patines pour cheveux. Ah oui, non. Je l'ai appris pendant mon stage dans le cinéma. Ah bah voilà. Je croyais la patine que c'était le nom d'un produit magique. Et non. Ah, ça me fait penser, j'ai toujours pas pu te trouver quand t'es en Aizawa pour prendre une photo, tiens. Ah oui. Bon, Aizawa risque d'être en pause jusqu'à ce que la météo soit un petit peu plus froide. Et je vais aussi sûrement refaire une nouvelle perruque, parce que c'était une perruque pas mal cheapos que j'ai utilisée. Et elle commence à être pas mal morte et
la fibre un peu brillante, elle a perdu pas mal de cheveux, il faut que je la recoiffe. Donc je pense que je vais prochainement recommander une perruque pour faire Aizawa plus clean. Donc Aizawa reviendra quand la nouvelle perruque sera finie. Ensuite, enchaînons donc les règles de sécurité. Tout d'abord, tout ce qui est grosse armure, tout ce qui est un casque, un masque, exemple Twitch, doit pouvoir être enlevé très rapidement. Peu importe le temps que ça met pour le mettre, il doit être enlevé rapidement. La tête spécialement. Comme ça, au moins de problème, que ça soit un coup de chaleur, la tête qui tourne, problème à respirer, crise de panique, quoi que ce soit, on peut vous retirer de la tête quasiment instantanément. Et encore mieux, des secouristes pourront vous l'enlever aussi limite en vous l'arrachant. Sachant que les secouristes sont toujours beaucoup moins gentils que genre votre helper. Donc déjà, toujours avoir un helper qui sait comment enlever votre costume. Important. Mais vraiment, la tête, le masque, le casque, ce que vous voulez, doit être toujours pour être enlevé en quelques secondes. On parle même pas de minutes, on parle de secondes. Le reste du costume, je conseillerais de pouvoir libérer au moins tout le haut du corps, à peu près jusqu'à la ceinture, extrêmement rapidement. Donc le cas de Twitch, j'ai fait que toutes les pièces pouvaient presque être, enfin elles peuvent être arrachées. La tête, cloc cloc, enlevée instantanément, comme je vous ai dit avant. Toutes les pièces d'armure peuvent être arrachées. Les gants peuvent juste choper le truc et tirer, ça retourne comme une chaussette. La veste est tenue devant avec des scratchs et des pressions. Toute la bandoulière en cuir, des scratchs et des pressions. Tout peut être arraché. Et je pense qu'en me dépêchant bien, en grand max 2 minutes, j'ai plus rien à part les chaussures. Voilà. Ce qui fait que, ouais, tout gros costume, surtout ceux qui tiennent chaud, un coup de chaleur est vite arrivé, et s'il y a un quelconque problème, il faut pouvoir enlever et libérer une bonne partie de votre corps, de votre costume, très rapidement. Comme ça faciliterait aussi le travail des secouristes. Et si votre helper a pu très vite vous enlever une bonne partie du costume, ça évite que les secouristes doivent couper votre costume pour vous guérir, pour pouvoir vous prendre en charge s'il y a un quelconque problème. Et je pense que même si penser à votre santé n'est pas forcément le critère auquel les cosplayers pensent le plus de base, pensez à votre santé ou des secouristes risquent de devoir découper votre costume. C'est un argument qui au moins aura du poids. Et quand je fais des animatroniques de FNAF, je mets 1 minute à le fixer, mais le casque s'enlève en 2 secondes. Voilà, c'est parfait. Comme je mets toujours, je peux mettre bien 2 minutes à 3 minutes à remettre la tête de Twitch correctement, mais elle s'arrache en 2 secondes. Le problème n'est pas le temps que vous mettez à mettre le costume, mais veillez à que ce soit que des trucs que vous pouvez vraiment limite arracher de vous. Ce sera bien plus safe. Une autre règle de sécurité, à savoir que les 2 costumes qu'il y a présents sur ces images ont les 2 un petit peu de danger de sécurité. Tout ce qui est déjà maquillage et tape, comme pour Aizawa, je vais un peu remonter remonter un peu mes sourcils, vu qu'il a les sourcils qui partent plus comme ça et qui sont moins arqués que les miens, et que j'aime pas masquer mes sourcils, j'aurais tendance à relever un petit peu le haut de mes sourcils avec du tape. N'arrachez pas le tape à maquillage de votre peau. C'est comme la petite cicatrice au collodium de Aizawa. Faudra vraiment un jour que j'apprenne et que je pense à acheter le dissolvant pour collodium, parce qu'à chaque fois je me dis oh, je vais doucement gratter, ça va pas abîmer la peau. Non, je passe une semaine après à avoir la même cicatrice que Aizawa parce que je me suis flingué la peau. Pensez à tout ce qui peut être fixé à votre visage, aussi des colles à prothèses et autres. Pensez à prendre les dissolvants. Ne faites pas les erreurs que j'ai fait et que je refais parfois encore. Et après, je sens tout ce qui est binder, c'est aussi un point où il faut faire très attention. Les bandes blanches médicales, non, juste non. Parce que c'est des bandages qui sont faits pour se resserrer au fur et à mesure que ça bouge. Qu'est-ce qui se passe si ça resserre sur la cage thoracique? Vous pouvez finir avec des côtes cassées. Et c'est pas un truc anecdotique, ça arrive très facilement. N'utilisez pas ces bandes, vous allez avoir d'énormes dégâts. Si vous utilisez un binder, veillez à ce qu'il soit à la bonne taille. Ne le portez pas plus que ce que vous pouvez le supporter. Si vous commencez à avoir mal, enlevez-le. Si vous utilisez, comme sur cette image-là, du tape pour fixer la poitrine en dehors de la vue, plus vous allez le porter, plus le tape va accrocher à la peau. Ensuite, si la façon dont vous êtes ficelé le truc est pas confortable, enlevez tout directement. Ne tardez pas en disant ouais, je l'enlèverai plus tard. Non, enlevez tout avant que ça accroche trop. Ensuite, une bouteille d'huile pour bébé et beaucoup de patience et de temps à passer sous la douche.
n'arrachez pas le tape. Il doit vraiment s'enlever tout seul. Si vous devez tirer, ça peut faire des dégâts à la peau. Ça m'est arrivé les premières fois où j'ai utilisé cette technique. À ma première Japan Expo d'ailleurs. Je me suis dit, oh c'est bon, je vais mouiller ça sur la douche, l'eau va bien imbiber, ça va s'enlever. La réponse était non. Je me suis arraché toute la couche extérieure de la peau sur l'ensemble de la poitrine. Surtout qu'en plus, la peau à cet endroit-là est bien plus fine que la peau à d'autres endroits du corps. Et même après, prenant justement de l'huile, en faisant attention pour décoller petit à petit, sans trop tirer, je m'arrachais quand même de la peau. Et même là où j'ai passé des heures sous la douche à vraiment surimbiber et laisser se décoller, j'avais encore des petits dégâts à certains endroits, minimes. Et honnêtement, ça a cicatrisé d'ici au lendemain matin. Mais quand même, c'est des techniques qui restent assez risquées. Ah oui, et faites attention à la tension qui est effectuée sur la peau. Une chose que j'ai fait, parce que je voulais vraiment tester un peu toutes les techniques qui existent pour pouvoir aussi informer là-dessus, j'ai pris des bandes de tape, justement comme vraiment le tape de sportif, mais j'en ai pris des de 10 cm de large, ce qui faisait que ça répartissait sur 10 cm la traction un peu effectuée sur la peau, au lieu d'avoir plein de bandes plus fines qui à chaque fois auraient leur propre traction différente et où ça abîmerait un peu plus la peau. Déjà, ça m'a sauvé de beaucoup de problèmes, parce que juste le fait d'avoir la peau qui est étirée va creuser des dégâts. Les seuls dégâts que j'ai au final gardés à la fin, et où j'ai encore des très légères marques, c'était sur les coins de mes grandes bandes, parce que j'ai oublié de couper les coins en arrondi, ce qui fait que ça n'a pas bien distribué la tension à ces endroits-là, et que ça a un petit peu abîmé la peau. Mais voilà, faites attention, tout ce genre de techniques qui tirent votre visage, votre peau, votre corps dans des situations plus extrêmes peuvent être dangereuses, et les risques sont souvent minimisés et on n'en parle pas assez. Voilà. C'était le petit point info. Donc en général, pensez quand même à votre santé avec les cosplays. Adaptez le costume s'il le faut, trouvez d'autres solutions. Là, je pourrais porter juste un binder et un top blanc en dessous, je pourrais fermer la chemise, je pourrais porter un faux torse, je pourrais porter un t-shirt couleur peau sur lesquels j'aurais dessiné le corps, les volumes et autres. Il y a plein de façons d'adapter. Pensez à votre santé et connaissez vos limites. Voilà. Ah, les binders, j'en ai fait les frais. Oui, je me rappelle 2 fois où t'étais pas super bien parce que binder, chaleur, foule, tout ça, tout ça. C'est des choses à prendre en compte. Parfois, il y a des choses que vous supporterez bien chez vous, mais pas dans la foule et la chaleur d'une convention. Des choses que vous supporterez bien en hiver, mais pas en été, etc., etc. Pensez à tout. Et si vous avez un doute, prévoyez un plan B. La santé, oui, oui. Le big costume en full Eva 10 mm en été sous 40. Ah là, le Twitch que j'ai porté plusieurs fois en bon mois de mai, sous 30 degrés extérieur, je l'ai fait, j'ai survécu, mais régulièrement je l'enlevais. Je passais beaucoup de temps sans la tête, je m'hydratais. Les règles sont là. Mon binder est 2 tailles au-dessus de ce que je mets, et ça va très bien. Au moins, je risque pas d'avoir mal avec. Voilà. Bon, le mien, il est techniquement plus petit que ce que je devrais prendre, mais c'est la seule façon que j'ai de cacher quoi que ce soit et de pas garder du volume. Mais après, je réfléchis quand même. Si j'ai toujours de quoi pouvoir changer, remettre un soutien-gorge et autres, et changer de tenue dans mon sac au cas où, je vais pas faire un truc où je suis bloquée dans le. Ça m'est arrivé parfois d'oublier le change et de me retrouver bloquée dans un binder où j'étais pas à l'aise. C'est la merde. Donc toujours prévoir d'autres options. Ou si vous avez un binder réglable, n'hésitez pas à aller aux toilettes et juste desserrer le binder d'un cran ou deux. C'est des bons plans. Des conseils que je ne suivrai jamais parce que j'ai pas de poitrine. Au moins, tu sauras les risques. PA en parlant comme. Oui, mais je sais que j'ai fini par traumatiser des gens quand ils m'avaient vu à certaines Japan Expo ou d'autres conventions avec les magnifiques cicatrices, enfin marques de peau arrachée encore purulentes visibles sur d'autres cosplays. Je vous assure, j'ai vraiment eu des bouts de peau arrachée où ça sointait pendant plusieurs jours. C'était dégueulasse. Vous voulez pas vivre ça. Surtout, protégez bien vos tétons avec du coton. Oui, la peau des tétons est encore plus sensible et plus facilement arrachable et fait encore plus mal. Donc, toujours fixer des bouts de coton et autres pour protéger. C'est comme si vous vous foutez des énormes prothèses sur la tronche. Si c'est possible, protégez les sourcils, protégez la barbe, la mousse, protégez les cils, protégez ce qui risque d'être arraché. Après, petite pensée à Sawa à qui j'ai entièrement collé les sourcils, la proséide,
pour les biens d'un certain Eggman. Mais voilà. Il me semble que tu avais le dissolvant aussi à Prozaid ou un dissolvant. Donc techniquement, ça sauve le truc et ça évite une épilation intégrale des sourcils. Mais il me semble avoir vu que tu avais un dissolvant, au cas où je crois que j'avais du dissolvant que je pouvais te passer, parce que je pense pas que j'aurais fait ça si t'avais pas de quoi pouvoir dissoudre un petit peu le tout. Mais qui porte un costume léger en été, c'est pour l'hiver ça. Ah mais complètement. Possible de mettre un binder en été car sensibilité à la chaleur, plus j'angoisse très vite, donc trop de risques au final. Et le tape marche pas énormément de mon côté, donc rip. On fait 100 et si des gens sont pas contents, bah tant pis. Bah voilà, c'est une très bonne façon de prendre les choses. Me suis arraché toutes les jambes et les bras et le coude avec ma peau bois en Skull Kid. C'est fou que je veux plus le porter. Dans ce cas-là, si tu veux... Bah, si ça t'a arraché tous les poils, tu peux toujours épiler ou raser complètement la surface avant. Il y a toujours des astuces, et si on n'a pas, parfois il faut juste se dire bon bah on porte plus le cosplay, ou on le porte très rarement. J'ai pas le bon dissolvant, j'ai fini par tout enlever en 45 minutes. Ah mince. Ah mince. Bah, normalement j'ai du dissolvant à Prozaid, donc pour le prochain shoot, Eggman, t'inquiète, je pourrais t'aider à l'enlever. Allez, diapo suivante. Ah, t'avais le Spirit Gum Remover. Oui, c'est pas le même que pour la Prozaid, mince. C'est moi qui avais mal calculé, désolé. Ah oui, voilà. Donc encore un petit point en plus sur adapter le cosplay au cosplayer. Ah non, c'était pas que l'épaule. Ouais, donc protège ta peau. La peau, c'est important. Donc pour ça, j'aimerais déjà vous présenter une chaîne YouTube qui est malheureusement anglophone, donc désolé pour ceux qui parlent pas très bien anglais, mais c'est Colleen Cosplay, dont j'aime beaucoup le travail, qui est cosplayeuse ayant certains problèmes de santé l'empêchant de rester debout pendant des longues périodes, et qui a énormément de vidéos sur comment elle adapte ses cosplays aux fauteuils roulants, aux béquilles et à autres. Et elle a même d'ailleurs justement fait pas mal de collaborations avec d'autres artistes pour d'autres façons d'adapter les cosplays à certains dispositifs médicaux. Donc c'est des choses qui peuvent prendre en compte la possibilité de s'asseoir facilement, avoir tout dispositif médico accessible. Si vous avez par exemple des poches digestives qui doivent être accessibles et accrochées à vos vêtements, veillez à pouvoir avoir un accès facile là-dessus et pas prendre 10 minutes pour pouvoir y accéder. Comme moi, si j'ai besoin de prendre mes médicaments, j'ai fait les costumes pour que je puisse les prendre facilement. Si vous devez pouvoir vous asseoir souvent, veillez à pouvoir vous asseoir, etc., etc. Et parfois, dans certains cas, n'hésitez pas à intégrer certains de ces dispositifs à vos costumes. C'est énormément fait pour justement les béquilles ou les fauteuils roulants, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Mais par exemple, elle a fait des cosplays des Winx. Les ailes, au lieu de les accrocher dans son dos, vu que de toute façon elle va être assise sur une chaise, elle a fait tout un système où elle les accrochait au fauteuil roulant, ce qui était très sympa, inventif et rendait très très bien. Je crois que pour certains costumes, elle a aussi fait des versions où des accessoires pouvaient être à la fois accrochés au fauteuil roulant, à la fois remis sur elle si elle prenait des photos sans ou avec les béquilles. Il y a toujours un moyen de customiser tout ça. J'ai vu des cosplayeuses en armure qui transformaient leur fauteuil roulant genre en trône médiéval. J'ai vu récemment sur Instagram une cosplayeuse qui a fait Madame Leotta de Phantom Manor, justement l'attraction Disneyland et les films, qui est une diseuse de bonne aventure qui est juste une tête dans une boule de cristal. Ce qu'elle a fait, elle a vraiment mis sa tête dans un globe et elle a une sorte de fausse table qui est fixée sur son fauteuil roulant, donc quand elle se déplace, elle est vraiment juste la tête sur une table. C'est des idées assez merveilleuses. Et toujours, ouais, poussez votre créativité, adaptez-la. Et même si c'est pour un concours, parfois, justifiez. J'ai préféré faire ce système-là comme ça, parce que, pour ma santé, parce que j'ai ces restrictions-là, et que voilà. Pareil justement pour les lentilles de contact. Je n'ai pas mis des lentilles de couleur pour mon personnage, parce que je ne peux pas en porter, et que, voilà, je ne voulais pas mettre ma santé à risque pour un cosplay. C'est parfaitement logique et recevable. Et... Ah tiens, je suis pas la seule à la suivre. Oui, il y a une cosplayeuse française qui fait ça aussi. Je sais pas sur son Insta. Bah, si tu le retrouves, hésite pas. Ah, Altaïa Cosplay. Ah, vous savez quoi? Je vais... Ah.
pas pouvoir le faire depuis l'ordi, j'ai trop de trucs ouverts sur tous mes écrans, mais je vais vite aller checker ça sur Insta. Oui, voilà, c'est elle que j'avais en tête. Tiens, je vais essayer d'avoir une bonne image pour vous montrer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer à l'écran. Mais voilà, justement, elle a transformé son fauteuil roulant avec un truc qui colle à l'univers du cosplay. Elle a même accroché le... Purée, j'ai un trou de mémoire. Ah, ça s'appelle comment les chats de Monster Hunter? Bon, voilà. Ouais, et voilà. L'idée est là. L'idée est... N'hésitez pas à adapter des choses qui font partie de vous pour que ça soit intéressant avec le cosplay. Ça ne doit pas forcément toujours être vu comme un truc au détriment du cosplay. Non, éclatez-vous. Il y a toujours moyen. Et si vous n'avez pas envie de le faire, bah le faites pas. De toute façon, c'est vous, c'est votre cosplay, c'est votre vie. L'important, c'est que vous vous éclatiez. Demandez au gars qui connaît la moitié du monde. Oui. Moi, je connais beaucoup de monde. J'oublie juste absolument tous les noms et les pseudos. Parce que j'ai zéro mémoire. Et voilà. Bah, nous sommes à la dernière slide de cette conférence. Donc, j'ai fini là-dessus. Et je vais vous proposer de maintenant partir un petit peu en mode foire aux questions. C'est le moment. Profitez. Bah, on m'a encore demandé de boire, donc je bois pendant que j'attends vos dernières questions. En vrai, tu as fait une super conférence, c'est super. Bah, merci beaucoup. J'ai réussi à apprendre des trucs quand même. Bah, c'était mon objectif. Oui, bah de rien, ça fait plaisir de l'avoir fait en live et ça me permet d'avoir quelque chose qui pourra aider les gens et exister un petit peu plus au long terme grâce à YouTube. Donc je l'espère aider encore plus de gens qui ont eu le courage de se mater 1 heure et demie de live en vidéo. Ah, t'inquiète pas, je reprends que gentiment le cosplay. Bah, ça arrive et au pire, tu as le droit de m'envoyer plein de messages et de m'engueuler. Alors, bah, si c'est tout et que tout le monde est content et que vous n'avez pas de questions, si jamais vous avez des questions, que ce soit pour les personnes là dans le chat ou pour les personnes qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. NLDance sur Instagram, vous trouverez facilement mes liens normalement. Ce sera dans la description YouTube. Oh, je deviens une youtubeuse, je sais quoi faire et quoi dire. Et donc sur ce, bah, que ce soit pour les gens sur YouTube ou les gens ici sur Twitch, je dirais au revoir tout le monde. Grand merci d'être passé, ça faisait plaisir et bonne soirée.